Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision BF1. 35,7% des personnes qui travaillent sur les sites d'orpaillage au Burkina Faso sont des enfants âgés de 6 à 17 ans, selon une étude réalisée par le ministère en charge de l'action sociale. Les 2 tiers de ces enfants n'ont jamais été à l'école, hypothéquant ainsi leur avenir. Pourtant, une panoplie de textes nationaux et internationaux condamne cette pratique. Pourquoi cette situation? Pourquoi l'orpaillage fait la concurrence aux bancs d'école? Quelles sont les conséquences du phénomène? Qu'est-ce qui est fait pour changer la donne? Que faut-il faire pour éradiquer ou réduire le phénomène au Burkina Faso? Pour en parler, je reçois sur ce plateau spécial plusieurs invités issus des institutions étatiques, des organisations de la société civile et des ONG intervenant dans la protection de l'enfance. Premier invité, Josué Ango, directeur de la lutte contre les violences faites aux enfants. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. À l'extrême gauche, nous avons Dieudonné Kabouré, le représentant du réseau Focus des organisations pour la réalisation de la Convention aux droits de l'enfant. Merci de votre présence. Merci. À ma droite, c'est M. Ousmane Silga, représentant pays du Centre italien d'aide à l'enfance. Soyez les bienvenus. Merci, bonsoir. Bonsoir. À l'extrême gauche, à présent, M. Bélibier Nébier, du secrétariat permanent du Conseil national pour l'enfance. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, je m'en vais tout de suite donner la parole à M. Kabouré pour qu'il nous présente, pour commencer, le réseau Force. Qu'est-ce que c'est que le réseau Force? Merci de me donner la parole. Mais avant de présenter le réseau Force, permettez-moi de remercier nos partenaires techniques et financiers que sont Cobufad et Plan Burkina, qui, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet dénommé Projet de renforcement des acteurs de la société civile, c'est ce qui nous permet de pouvoir participer à cette initiative Cap Enfance Positive. Pour revenir à votre question, il faut dire que le réseau Force est un réseau qui a été créé en 2009, mais dont la reconnaissance officielle nous a été accordée en 2010. Et Force compte à ce jour 8 organisations membres, dont l'ONG Credo, Terre des Hommes Lausanne, Plan Burkina, Save the Children International, SOS Village d'enfants. Vous avez aussi CCFC Burkina Faso, et EDUCO. Et toutes ces organisations se sont dit qu'à elles seules, elles ne peuvent pas résoudre les problématiques liées à l'enfance. C'est pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour capitaliser les initiatives innovantes et les promouvoir et mutualiser également nos ressources pour pouvoir contribuer au bonheur des enfants au Burkina Faso. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle que sur ce plateau, il y a également un public composé de personnes ressources qui pourraient réagir à tout moment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons suivre ce micro-trottoir réalisé à Ouagadougou afin de comprendre un peu l'appréciation des populations sur ce phénomène. Je m'appelle Traoré Serge, je travaille à l'hôtel Ramada Pearl. Voilà. Et donc par rapport à cette question, qui est un problème de société à l'heure actuelle, là, surtout pour des enfants en bas âge qui ont besoin de s'amuser et d'évoluer correctement jusqu'à atteindre l'âge adulte et servir la société de façon objective et pleine. Bon, on se rend compte que ce sont ces mêmes enfants qui sont comme des bêtes à somme, qui travaillent, mais dont les avantages effectivement ne leur sont pas en fait restitués. On n'y peut rien parce que c'est les problèmes socio-économiques qui sont à l'origine de cela, sinon que je ne crois pas qu'un parent voudrait que son enfant en bas âge puisse subir effectivement les affres d'un travail qui est très éprouvant physiquement, très éprouvant psychologiquement et qui va le préparer de façon négative effectivement à être quelqu'un de demain, quoi. Moi, c'est M. Hassine Baïli, étudiant en SVT. Si aujourd'hui on constate que les enfants se retrouvent dans les sites d'orpaillage, sûrement que les parents d'abord n'engagent pas les responsabilités vis-à-vis de ces enfants-là et que l'État aussi ne joue pas pleinement son rôle.
Voilà, il faut dire que ce sont les deux acteurs majeurs qui, lorsqu'ils jouaient, s'ils parvenaient à jouer véritablement le travail, on n'allait pas assister à ce fléau-là. Je m'appelle Dabré Issa. Il y a certaines familles qui ont du mal à avoir de la nourriture chez eux. Bon, souvent aussi, il y a certaines aussi, ils n'ont pas d'argent pour payer l'école, la scolarité et surtout les fournitures des enfants. Donc surtout, souvent les enfants, les parents des enfants, ont des problèmes dans ça. Donc voilà pourquoi ils forcent les enfants à aller dans des lieux bizarres comme ça pour pouvoir gagner à manger. Je m'appelle Séré Daouda. Pour moi, c'est la pauvreté des parents qui amène ça. Si on a, sans quoi personne ne veut que son enfant aille travailler dans des coins comme ça. La solution à ce problème réside à divers niveaux. C'est d'abord au niveau des parents eux-mêmes, mais il y a la responsabilité de la société en général. Quand on sait que le phénomène est négatif, effectivement, pour le développement de la société, parce que c'est les enfants de demain, ceux qui seront chargés de gérer la société de demain, qui sont éprouvés à leur bas âge. On se demande effectivement dans quelle mesure, dans ces conditions-là, quel sera leur apport effectivement pour cette société-là. Et il y a aussi la responsabilité de l'État en tant que tel. Il est toujours possible de lutter contre ce phénomène de la présence des enfants sur les sites d'orpaillage. Tout cela se manifestera par les deux acteurs, d'où les parents qui vont décider de jouer pleinement leur rôle, d'où en acceptant de faire partir les enfants à l'école, de déscolariser les enfants, et l'État aussi qui va bien sûr construire des infrastructures adéquates pour pouvoir accueillir ces enfants. Parce que c'est par le manque des établissements qu'aujourd'hui on voit les enfants qui, n'ayant pas d'établissement où fréquenter, sont obligés de se rendre sur ces sites. Et les parents aussi doivent savoir que l'enfant était un maillon très important pour la société de demain. Parce qu'une société se construit grâce aux enfants. Parce que sans enfant, un philosophe le disait, que l'enfant est le père de l'adulte. Parce que c'est l'enfant devenant adulte qui construit la société. Mais si aujourd'hui on assiste au phénomène des enfants sur les sites d'orpaillage, mais qui gouvernera notre société de demain? C'est la véritable question que les parents devraient se poser. Selon moi, là où j'ai dit que c'est possible, si vraiment l'autorité a pu se voir pour ça, je pense qu'ils vont savoir ce qu'ils vont faire pour ces enfants-là. Tout tourne autour toujours de la pauvreté. Si les parents ont des choses, ont du bon travail, les enfants ne vont pas se trouver là-bas. Puisque chacun veut amener son enfant dans des meilleures écoles. Mais quand on n'a pas les moyens, et l'enfant sort, il se débrouille. C'est pas la faute de quelqu'un. En tout cas, moi je pense. C'est pas normal, mais en Afrique ici, c'est difficile. On ne peut pas empêcher un enfant de travailler. On se flatte seulement. Il faut conjuguer effectivement plusieurs moyens. Il y a ceux qui sont responsables de ces sites-là, qui doivent être premièrement sensibilisés. Il y a les parents qui doivent être sensibilisés et il y a l'État qui doit prendre des mesures fortes dans ce sens-là. Donc, c'est pour dire qu'il faut que chacun joue son rôle. Donc, la sensibilisation effectivement des propriétaires de sites, parce que c'est des gens, les sites appartiennent effectivement à des individus qui embauchent du personnel pour travailler. Donc, ils doivent savoir qu'un enfant à un certain âge n'a pas le droit de travailler. Avant un certain âge, n'a pas le droit de travailler, sinon que c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est de l'exploitation effectivement éhontée qu'on fait sur la conscience de ces enfants-là, et qui va les mettre dans une situation difficile, qui va les mettre dans une situation qui n'est pas propre à leur donner les béabas là pour être des hommes de demain. Il faut d'abord commencer par la sensibilisation des parents, parce que c'est très important. Et je dirais aussi à l'État aussi de jouer pleinement son rôle. Vous savez, une société est régie par les lois. Voilà.
Aujourd'hui, il y a des tests en vigueur qui interdisent cela. Mais si ces tests ne sont pas mis en pratique, bien sûr on assistera à cela. Dis à l'État aussi de taper aussi sur la table, de faire valoir aussi, de faire sortir ces tests, afin qu'on ne puisse plus encore assister à ce fléau qui détruit notre jeunesse. Il faut créer beaucoup d'emplois. Si les parents travaillent et les papas et les frères, là on peut empêcher certains enfants d'aller. Mais sans quoi, s'il n'y a pas le travail, en tout cas, tout tourne autour de ça, quoi. Retour sur ce plateau pour faire place au débat. Alors tout de suite pour commencer, des réactions par rapport à ce que nous venons de suivre. Quand on écoute les différents intervenants, ils évoquent le contexte de pauvreté des ménages pour justifier. Et également, en écoutant l'un des intervenants, on voit que il y a un arrière-plan culturel aussi qui motive souvent certaines réactions de nos parents, parce qu'en Afrique, on estime qu'un enfant, pour qu'il ait une bonne éducation, il faut qu'il travaille. Donc, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe sur le terrain. Monsieur Nebier? Merci. Ma réaction, c'est concernant particulièrement un intervenant qui a dit que les enfants, on ne peut rien. Ça traduit véritablement l'état d'esprit des populations par rapport à l'enfant même. C'est-à-dire pour eux, un enfant, il doit travailler. Et ça veut aussi dire que véritablement, malgré tout ce qui a été fait par les agences, tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de protection de l'enfant, ça veut dire qu'il faut toujours accentuer la sensibilisation et le plaidoyer pour que les gens comprennent le bien fondé de la protection de l'enfant et le fait que le travail sur ces lieux-là ne soit pas une bonne chose pour les enfants. Monsieur Sylvain? Merci bien. Et il faut se dire que également sur ces sites-là, il y a des enfants qui y sont malgré eux pour le fait que ce sont leurs parents qui travaillent sur ces sites. Et ces enfants, certains sont nés, ont même grandi sur ces sites. Donc ils se retrouvent là-bas malgré eux parce que ce sont les parents qui s'y sont installés, qui mènent leurs activités et eux, par ricochet, accompagnent leurs parents. Et il faut se dire aussi que, comme l'a dit les deux intervenants, dans nos sociétés actuelles, certaines personnes continuent de dire que l'enfant, il faut qu'il travaille pour mieux s'éduquer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, du moins sur laquelle nous, en tant qu'intervenants dans le domaine, nous devons amener les parents à comprendre qu'un enfant, sa place n'est pas sur ces lieux. Monsieur Ango? Okay, merci. Moi, j'ai apprécié ce que les intervieweurs ont pu dire, mais ce qui m'a beaucoup plus plu, c'est lorsqu'ils ont parlé de sensibilisation, ils ont parlé également que l'État devrait, à un moment donné, taper du poing sur la table pour faire respecter les textes. Je pense que nous devons arriver à ce niveau-là pour que certains sites même d'orpaillage soient fermés et que certains responsables puissent écoper de peines privatives de liberté. Là, cette sensibilisation-là pourrait vraiment porter fruit. Quand d'autres contrevenants vont voir ce qui est arrivé à leurs prédécesseurs, je pense qu'ils pourront changer d'avis et éviter certains enfants d'aller sur les sites. D'accord. On a parlé de beaucoup de termes ici. On parle de sites d'orpaillage, travail d'enfants, pire forme de travail d'enfants et les travaux dangereux. D'abord, qu'est-ce que c'est quand on parle de sites d'orpaillage? Moi, c'est Mathias Bagré. Je suis le directeur des statistiques sectorielles du ministère en charge des mines et des carrières. Okay. Bon, pour la question qui est posée, à savoir qu'est-ce qu'un site d'orpaillage? En fait, nous appelons ça un site d'exploitation artisanale, voilà, communément appelé site d'orpaillage. Donc un site d'exploitation artisanale, c'est-à-dire exploité de façon traditionnelle, avec les moyens les plus rudimentaires qu'on peut imaginer. Généralement, les sites d'exploitation artisanale ou appelés sites d'orpaillage naissent de façon hasardeuse parce que quelqu'un a eu à découvrir un pépite ou quelque chose et les gens se ruent vers la zone pour exploiter.
Mais il faut dire que l'État, comme quelqu'un l'a dit dans l'interview, les sites d'exploitation artisanale sont encadrés par des textes. Aujourd'hui, même le code minier, adopté en 2015, définit le site d'exploitation artisanale, appelé communément AEA, comme une autorisation qui est donnée à un Burkinabé, ou c'est seulement au Burkinabé pour exploiter traditionnellement l'or, extraire l'or du sous-sol. Voilà. Donc ça peut être défini de façon simple comme ça. Voilà. D'accord. Et par rapport au travail d'enfant, Monsieur Ango? Je remercie mon collègue du ministère des Mines, voilà, pour compléter ce qu'il dit. Par rapport au texte qu'il dit, c'est vraiment des cahiers de charges qu'on donne à ces exploitants-là. Et dans ces cahiers de charges-là, il y a des clauses qui stipulent qu'ils ne doivent pas employer des enfants. Donc comme je le disais, si on veut réprimer, on peut se baser aussi sur ça, sur le non-respect de ces cahiers de charges-là, pour essayer de sanctionner. Et le travail des enfants, déjà, il faut qu'on définisse qui est l'enfant. Vous voyez, au niveau international, on a la Convention relative aux droits des enfants qui définit l'enfant. Au niveau régional, on a la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant qui définit l'enfant. Mais étant donné qu'on parle du travail des enfants, nous allons le définir avec les textes burkinabés, notamment l'article 150 du Code du travail qui définit l'enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. Donc, en parlant du travail des enfants, c'est toute entreprise, toute activité entreprise par ce dernier, rémunérée ou non, dangereuse ou inappropriée pour son âge, et qui peut avoir des conséquences négatives sur sa scolarisation, et son développement physique, psychologique et social. Ça, c'est le travail des enfants. À ne pas confondre avec enfants travailleurs. Okay. Voilà, c'est différent. Enfant travailleur, c'est tout individu de moins de 18 ans qui accomplit un travail quelconque, rémunéré ou non, destiné au marché ou non, régulier ou occasionnel, illégal ou légal. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas tellement l'aspect dangerosité pour cet enfant. Mais justement, à quel moment est-ce qu'on dit qu'un travail est dangereux pour un enfant? Voilà, et nous avons le décret portant détermination de la liste des travaux dangereux interdit aux enfants au Burkina Faso. En son article 3, il dit que ce sont les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. Ils disent qu'il s'agit notamment des travaux qui exposent les enfants aux sévices physiques, psychologiques ou sexuels. Il s'agit aussi des travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses ou dans les espaces confinés. Il s'agit également des travaux qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges. Il s'agit aussi de travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain, pouvant par exemple exposer les enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux ou à des conditions de température, des bruits ou des vibrations préjudiciables à leur santé. Ce sont des travaux aussi qui s'effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit ou pour lesquels l'enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l'employeur. Et ce sont des travaux aussi susceptibles de porter atteinte au développement et à la capacité de reproduction de l'enfant. Enfin, ce sont des travaux qui impliquent l'utilisation de tout chariot élévateur pour le déplacement des charges. Vous voyez que tous ces éléments réunis là concourent vraiment à montrer que les travaux effectués par les enfants au niveau des sites d'orpaillage sont des travaux dangereux. Et je revenais aussi par rapport au travail des enfants. On a dit que la tradition voudrait que les enfants travaillent pour être socialisés, pour vraiment apprendre à devenir un homme. Il faut se dire que le travail des enfants dont nous parlons là, c'est ce qui vraiment peut nuire à sa santé, à son éducation. Ça n'a rien à voir avec voilà, le travail ménagers socialisant. Nous appelons ça le travail socialisant. Aider sa maman à laver des assiettes, voilà, ce n'est pas un problème. À faire le ménage, ce n'est pas un problème. Mais là aussi, il y a des limites. C'est pour cela c'est un peu compliqué, la frontière entre le travail socialisant et le travail dangereux. Puisque on va dire aider les parents, ce n'est pas un problème. Une dolotière va dire à un enfant d'aller pousser un feu ardent ou bien d'aller enlever du dolo vraiment bouillant. Alors ça devient dangereux pour l'enfant. Mais pour la femme, c'est vraiment, il apprend son enfant peut-être à épouser le même métier qu'elle ou bien vraiment aimer le travail.
Voilà, donc la frontière est parfois mince entre un travail socialisant et le travail des enfants. La loi aussi prévoit, notamment l'article 2 de l'arrêté 27 du 26 décembre 2008, on définit aussi ce que c'est que des travaux légers. On dit qu'on peut donner, par exemple, aux enfants des travaux légers pour qu'ils effectuent. Le travail léger, c'est un travail qui n'est pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. C'est également un travail qui n'est pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue. Ça veut dire si tu dis à ton enfant de laver des assiettes, alors qu'il doit aller à l'école à 7h30, et à 7h25, comme ça, tu lui donnes une tonne d'assiettes à laver, et ça empiète sur l'heure à laquelle il doit aller à l'école. C'est un travail socialisant pour nous, mais ça devient un travail dangereux. Okay. Voilà. Merci. D'accord. Merci. On en vient maintenant à notre sujet par rapport au travail des enfants sur les sites d'orpaillage. Il est clairement établi que c'est un travail dangereux. Qu'est-ce qui motive réellement les enfants à se rendre là-bas? Tout de suite, c'est vrai qu'on voit l'aspect pécunier. Est-ce qu'il n'y a que ça? Bon, d'abord, à travers le micro-trottoir, un certain nombre d'éléments sont ressortis, notamment la pauvreté des parents, qui est un élément important. Quand on regarde la plupart des enfants qui partent sur ces sites d'or-là, c'est pour avoir quelque chose pour subvenir à leurs propres besoins et souvent aux besoins de la famille. Donc c'est pour dire que la pauvreté est un élément essentiel. Il y a aussi le fait que certains enfants se retrouvent sur ces sites-là parce qu'ils sont issus des villages où ces sites-là ont explosé. Et ces enfants ne partent pas à l'école par manque d'infrastructures scolaires. Donc, ils se retrouvent sur ces sites parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour poursuivre leur cursus scolaire. Il y a, comme je le disais également, des enfants qui se retrouvent là-bas parce que leurs parents y vivent et ils n'ont pas d'autre endroit. Mais il faut se dire que l'aspect pécunier est un élément très important qui amène ces enfants-là vers ces sites. Parce qu'il y a certains enfants qui y vont, mais qui continuent à aller à l'école. Et quand on regarde, dans leur première, deuxième, troisième année de suite, quand ils commencent à engranger quelque chose, ils abandonnent l'école et ils partent sur ces sites-là. Donc c'est pour dire qu'ils sont attirés par un gain facile. Voilà. Bien, Monsieur Nebié, vous donnez la même explication? Oui, bon, ça serait se répéter, mais on l'a dit, la pauvreté est un facteur vraiment explicatif. Parce que dans les familles, quand on n'a pas à manger pour les enfants, quand on n'a pas une autre alternative, finalement, soi-même, on laisse l'enfant aller dans ces lieux-là. Donc vraiment, c'est une des causes fondamentales, la pauvreté. Il y a aussi quand même que certains enfants ne sont pas scolarisés, comme on l'a dit. Finalement, tu n'es pas à l'école, mais tu es où? Chaque jour, c'est toi qui es dans la cour. Finalement, on finit par dire, ben, tu fais quoi? Il va finir par se retrouver dans ces sites-là, ou alors faire autre chose. Bon, on peut également parler de les infrastructures pour apprendre aux enfants, c'est-à-dire l'insuffisance de l'application de la réglementation. Les cahiers de charges, comme lui l'a dit. Si cela avait été appliqué par les propriétaires de ces sites-là, on n'allait pas quand même retrouver les enfants dans ces sites-là. Mais malheureusement, les cahiers de charges ne sont jamais respectés. Le ministère en charge est là, il y a des cahiers de charges que les gens prennent, mais ils ne respectent pas. Bon, on peut également parler de la dislocation du tissu familial. Okay. Ça, vraiment, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'enfant était l'enfant de tout le monde. La famille était soudée. Voilà, la famille était soudée. Les parents ont failli à leur éducation. L'enfant est resté à soi-même. Il se retrouve dans la rue. Finalement, de la rue, s'il peut trouver un site minier, il ira. Sinon, il va continuer de tendre la main pour être un mendiant. Donc, le tissu familial se trouve vraiment quand même un peu disloqué, ce qui peut aussi expliquer ce phénomène-là. On peut également parler de certains enfants qui imitent le mimétisme, c'est-à-dire qu'il y a des enfants,
qui voient les autres qui sont allés en 2-3 mouvements. Le monsieur revient, il s'est mis dans des... Voilà. En tout cas, m'as-tu vu? Voilà. Vous m'avez vu, mais il n'a pas duré. Si lui, il est tombé sur un bon filon. Je vais l'imiter pour voir comment ça va, ce que ça va me donner aussi. Et souvent, même les parents incitent leurs enfants à y aller. Bon, on peut aussi parler de l'attrait du gain facile. Voilà, on va dire que, voilà, il faut reconnaître que les gens pensent que, c'est ce que les gens pensent. Hein. En réalité, dans ces lieux-là, on peut avoir facilement sa vie. Donc voilà, en quelque sorte, quelques raisons que je pouvais aussi ajouter. Merci. D'accord. Je suis Aboudou Moumouni Kéré. Je suis référent thématique approche droit de l'enfant de la Fondation Éducation et Coopération EDUCO. Je voudrais ajouter à ce qui a été dit qu'il y a aussi une cause non négligeable qui est le déficit au niveau de notre système éducatif. J'en veux pour preuve quelques indicateurs. Quand on prend l'annuaire statistique 2016, là-dedans, on voit que le taux d'achèvement au primaire est de 33,3. Et quand on prend l'annuaire statistique du ministère de l'enseignement secondaire et supérieur de 2014, et le taux d'achèvement au poste primaire est de 24,3. Quand vous prenez ces indicateurs, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui restent en cours de chemin. Près de 70% des enfants qui quittent ou qui ont été inscrits au primaire se retrouvent être en marge du système éducatif. Et là, ces derniers n'ont pas forcément d'alternative qui leur permettra de se former ou de se préparer. Et en fin de compte, ils préfèrent aussi aller sur les sites afin de pouvoir soutenir la famille pour faire face aux charges domestiques. Au niveau du secondaire, on a pratiquement 70% d'entre eux, pour ne pas dire 76, qui n'arrivent pas à finir les cycles. Et vous connaissez notre système d'emploi, pas de diplôme. En tout cas, on n'a pas forcément d'emploi. Donc tous ces enfants se retrouvent en marge de notre système et cela motive et encourage les gens à aller vers les sites pour avoir de quoi soutenir l'économie domestique que vous et moi nous savions tous qui est assez difficile et les conditions de vie sont assez précaires. Merci. D'accord, merci. Je voulais ajouter, oui, au-delà de tout ça, il faut se dire, nous sommes ici professionnels et acteurs acquis à la cause de l'enfant. Nous connaissons ce que c'est que travail dangereux, travail des enfants. Mais il faut se dire qu'il y a des parents qui ne connaissent pas ce que ça veut dire. Ils ignorent tout ça, ils ne savent pas qu'il y a des textes qui interdisent quoi que ce soit. Il y en a même qui ne connaissent pas les dangers que les enfants courent en allant sur les sites d'orpaillage. Il y en a qui voient que le gain facile, il est parti, le revenu comme ça. Mais à un moment donné, l'enfant va commencer à se tousser. On va l'amener à l'hôpital, on ne saura pas. C'est que les poussières plutôt vont ronger ses poumons. Ils vont se dire que peut-être c'est un jaloux qui a lancé un sort. Ils ne vont pas se rendre compte que c'est vraiment le travail sur le site-là qui a rendu l'enfant malade. Donc il y en a qui ne connaissent pas les conséquences. Il y en a qui ne connaissent même pas qu'il existe de la législation en la matière. Voilà, donc je peux dire que l'analphabétisme et l'ignorance même de la population contribuent grandement à ce que ces événements-là se produisent. D'accord. Quelles sont justement les conséquences sur ces mines? Il faut dire que parlant des conséquences, elles peuvent être situées à plusieurs niveaux. D'abord, au plan scolaire, ça peut être une raison de déscolarisation ou de non-scolarisation. Déscolarisation, on prenait le cas de ceux qui vont de façon saisonnière et qui reviennent en tant qu'on prend goût. On abandonne les classes pour y aller. Et ceux qui sont issus de familles qui travaillent à proximité des sites, ou également c'est conjugué à un manque d'infrastructures scolaires, ça peut être une raison de non-scolarisation. Il y a également qu'au plan sanitaire, comme venait de dire M. Ango, il y a beaucoup de maladies, dues notamment aux conditions d'hygiène, que nous avons au niveau de ces sites et également à l'utilisation de certaines substances chimiques, dont parfois le cyanure ou d'autres stupéfiants, l'alcool. Et au plan social encore, on peut dire aussi que ça va entraîner une certaine dépravation et souvent lorsque la mine, je vais dire le site finit,
son exploitation. C'est des gens qui étaient des enfants qui ont été initiés à l'utilisation de stupéfiants et autres. Et facilement, ce sont eux que vous retrouvez au niveau de la délinquance juvénile parce qu'ils étaient habitués à un certain train de vie. Et du coup, on n'a plus ça, alors qu'il faut maintenir le rythme et l'approvisionnement, ce que je pouvais relever entre autres. D'accord. Monsieur Nébier? Oui, bon, je pense que ça sera des compléments. Okay. Il l'a dit. Je pense aux maladies. Il y a beaucoup de maladies dans ces lieux. Bon, il y a les infections respiratoires que les enfants risquent d'être infectés à ces lieux-là. Il y a aussi quand même il y a la prostitution qui se développe, donc les IST, VIH, SIDA. On peut trouver des enfants qui sont infectés ou même affectés dans ces lieux. On peut également parler pour pouvoir se donner du courage, certains enfants font appel à l'usage de stupéfiants, de drogues de toutes sortes. Même nous, les adultes, là, les enfants, ils se droguent avec certains produits. Vous avez entendu parler de Tarmazol, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pour se donner un peu de courage. Et là, véritablement, vous savez ce que la drogue fait sur l'effet que ça a sur les enfants. Bon, on peut également parler il y a l'exploitation. Sur eux-mêmes, il y a l'exploitation sexuelle, puisqu'il y a certains qui profitent de leur présence pour les exploiter sexuellement, les enfants. Bon, on peut également parler de la maltraitance, parce que finalement, quand vous êtes là-bas, on va vous faire concasser les cailloux là, ou bien laver. Vous allez commencer à laver du matin au soir. C'est de la maltraitance. Tout ça là, c'est des conséquences. On peut également parler des éboulements, puisque finalement, vous avez déjà entendu qu'il y a eu des éboulements, il y a des mineurs qui sont, en tout cas, qui ont été engloutis, mais cela ne se fait pas sans les enfants aussi. Il y a des enfants aussi qui sont impliqués dans ces éboulements-là, qui restent. On peut également parler de la non-scolarisation, puisque finalement, lorsque vous vous retrouvez là-bas, vous ne serez pas à l'école. Donc finalement, on peut parler de la non-scolarisation ou de la déscolarisation. Ça veut dire que vous étiez scolarisé, vous avez préféré quitter l'école pour aller chercher l'argent frais. Bon, alors, on peut également parler du manque d'encadrement, parce que finalement, si vous êtes là-bas du matin au soir, mais il n'y a pas d'encadrement. Papa même ne cherche pas, et maman ne cherche pas à savoir où vous êtes du matin jusqu'à n'importe quelle heure. Il n'y a pas d'encadrement. Alors qu'un enfant a besoin quand même, comme tous les enfants du monde, d'être encadré pour être un enfant, un adulte de demain. Dans ces lieux, il n'y a pas d'encadrement. Tout ça, c'est des conséquences. Il y a aussi le manque, il y a tout simplement la mort comme vraiment la conséquence la plus grave. Il arrive que des enfants qui ont été atteints par le VIH-Sida, ou alors dont les éboulements, il y a eu éboulement, ils meurent. Donc tout ça, c'est des conséquences. C'est vraiment la conséquence la pire pour les enfants. Merci. Je voudrais ajouter, il a été révélé à partir d'une étude de 2009 que plus de 60% des enfants qui travaillent sur les sites-là exercent des travaux au-dessus de leur capacité physique. Voilà, vous voyez, lorsque vous n'avez pas encore fini votre croissance et que vous devez porter des charges qui dépassent votre capacité, ou bien vous devez tirer des chariots qui dépassent votre... Il va de soi qu'au-delà même de tomber malade, vous allez constater un arrêt de croissance. Un arrêt de croissance à ce niveau. Il y a aussi il faut se dire que quand ces personnes-là reviennent, à un bout de temps, ils vont tomber malades. Ils vont revenir à la maison malades. Peut-être l'argent qu'ils ont eu, s'ils ont eu vraiment, va servir à les soigner. Peut-être, il y a des fois, on n'arrive pas à les soigner. Et la petite économie familiale qui allait servir même à nourrir la famille, elle va rentrer dans ces soins-là. Finalement, il va décéder, la famille sera encore démunie. Donc, en voulant apporter de la richesse, c'est plutôt de la pauvreté que vous apportez. Et il faut se dire que par rapport à la scolarisation, ça fait vraiment un manque à gagner pour l'intelligence du pays. Des enfants qui devraient aller à l'école, venir devenir des intellectuels, des directeurs, des concepteurs de stratégie, etc. Et vous allez trouver qu'il y aura un manque. Et il y a aussi le fait que aller creuser l'or, il suffit, c'est dans les sites d'orpaillage, il suffit d'une daba ou bien il suffit de se munir d'un tamis pour aller tamiser. Donc, ils n'ont pas besoin de qualifications professionnelles aussi pointues que ça.
ça va faire que demain, dans l'économie du pays, on va remarquer aussi qu'il y a une baisse. Parce que ce n'est que là-bas, et l'or n'est pas éternel. L'or n'est pas éternel. Qu'ils connaissent travailler. Dès que ça va finir, ils vont se retrouver encore au chômage, sans qualification professionnelle. Ils vont encore aller grossir les rangs des chômeurs. Voilà, donc c'est entre autres quelques autres éléments que je voulais ajouter. Voilà, aux conséquences. D'accord, mais au début, vous avez dit que la situation sur ces sites d'orpaillage-là était régie par des textes. Mais pourquoi on sent que l'État est absent, on sent qu'il n'y a pas un regard sur la situation? Pourquoi? Ok. Ce n'est pas forcément une absence. Et il y a des tentatives quand même de suivi et de faire respecter deux fois la loi au niveau J'aurais aimé que peut-être les inspecteurs du travail ou les contrôleurs du travail soient là pour vraiment répondre. Mais il y a, avant de laisser vraiment le ministère de l'économie et des mines répondre, je dirais que parfois à notre niveau, au niveau de l'État, il y a parfois une insuffisance de moyens même pour pouvoir effectuer ces contrôles. Et parfois les enfants qu'on retire, il va falloir qu'à un moment donné, on puisse offrir à l'enfant qu'on retire des alternatives. Voilà, pour que l'offre soit un peu à la hauteur de la demande. Si un enfant doit laisser, par exemple, qu'il gagne 10 000 francs par jour pour venir à l'école ne rien gagner, ou bien aller être placé en apprentissage professionnel où il va gagner peut-être 500 francs, 300 francs par jour, c'est un peu compliqué. Il faut que nous puissions offrir vraiment à ces enfants-là des alternatives et vraiment beaucoup les sensibiliser pour qu'ils puissent vraiment abandonner ces sites-là. Donc je disais qu'à notre niveau, parfois il y a le manque de moyens. Vous voyez, vous allez sensibiliser des gens sur un site d'orpaillage que les enfants ne doivent pas y aller. Voilà. Ils vous disent qu'ils ont compris. Mais voici nos enfants. Nous-mêmes, on ne veut pas qu'ils travaillent là-bas. Prenez les parties. Vous faites comment? Donc c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de véritable plan de réinsertion. Il y a le plan de réinsertion, mais les moyens vraiment pour réinsérer ces enfants-là. Et quand on parle de l'or, on parle vraiment de gros montants. Pour réinsérer de sorte... Nous avons eu un projet avec le ministère de la Justice. On a retiré à Kaya 40 enfants. Et je pense que la première année, quand on allait pour faire la supervision, on a trouvé qu'il y a une dizaine qui étaient déjà repartis sur le site. Parce qu'ils se disent, aller apprendre, venir à l'école, il n'y a rien à gagner. Et ces enfants-là, il y en a qui n'étaient pas encore à l'école, qui n'étaient pas encore retirés des sites et qui venaient à l'école avec des motos, des portables haut de gamme. Et ça a encouragé les autres à partir. Donc il y a des plans de réinsertion, mais sincèrement, l'alternative que nous avons parfois pêche parce que ça ne peut pas concurrencer avec ce que les enfants gagnent sur le terrain. Mais je pense que le ministère de l'économie... D'accord. Je voulais juste ajouter avant que le spécialiste ne parle. Allez-y. Donc je trouve qu'on ne peut pas parler d'absence, mais d'insuffisance. C'est insuffisant parce qu'il faut reconnaître que les inspecteurs du travail descendent souvent sur le terrain. Ça, il faut le mentionner fortement. Plusieurs fois, ils descendent. Sans compter la sécurité, la police, la gendarmerie, qui souvent aussi sont sollicités pour descendre sur le terrain. Parce qu'il faut louer l'action des agences, des ONG, qui souvent sollicitent ces forces de sécurité-là pour aussi descendre sur le terrain pour des contrôles. Il faut aussi quand même dire que, comme il l'a dit, il y a quand même des efforts qui sont... Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Il y a tout un... Bon, c'est le directeur même est là. Il y a un programme. Un programme, s'il était financé comme il le dit, il y a tout un programme 2015-2019 qui est national. Et si vous regardez le programme là, tout est bien dit. Mais malheureusement... C'est sur papier. Mais le responsable du programme est là. Bon, en tout cas, c'est bien dit. Si tout était fait, on n'en reparlera plus. Alors, il y a également une feuille de route au niveau du ministère de la Justice et des droits humains, exactement à la même période, 2015-2019. C'est dans ce cadre qu'ils viennent de dire, eux, ils ont soustrait des enfants qui trouvent que dehors, là, c'est pour les placer en apprentissage. Apprendre, là, ce n'est pas si simple. C'est dur. Bon, il y en a qui repartent. Mais en réalité, on ne doit pas se décourager. Parce que lorsque un enfant est en train de il y a une déperdition, lorsque vous arrivez même à insérer un ou deux qui acceptent, s'insérer dans la société, on doit se féliciter. Donc moi, je trouve que le taux de 10 qui sont repartis là, on va continuer les efforts pour que, voilà. Bon.
Merci. D'accord, vous pouvez aller. Merci. Bon, je vais me prononcer sur deux volets de la question, parce que moi je pense en deux volets. Qu'est-ce que l'État fait pour pouvoir maîtriser cette situation-là, changer cette donne-là? Je pense qu'au niveau du ministère en charge des mines et des carrières, des efforts énormes sont déjà faits depuis 2015, qu'il y a eu la création de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations artisanales, appelée ANIMAS. Et aujourd'hui, il a été dénombré, quelqu'un l'a dit tout de suite, on a presque 800 sites au Burkina. Vous imaginez 800 sites. Et il y a une étude qui a révélé que sur 4 sites dans la zone du Ganzou, on a près de 2203 enfants. Donc vous imaginez 2203 enfants qui ont entre 0 et 17 ans. Donc vous y multipliez les 4 sites là, mathématiquement parlant par les 8000 sites. Vous imaginez la population qu'il y a à enlever dans ces sites d'orpaillage. Donc je pense qu'il y a déjà un travail qu'on a eu à commencer avec l'ANIMAS, qui est d'encadrer les exploitants. Parce que l'exploitant qui tient, entre parenthèses, le site d'orpaillage, s'il est sensibilisé à la question, s'il est encadré et que les exploitants ont des cartes d'exploitants régulièrement contrôlées, je pense qu'on pourra maintenant appliquer convenablement nos tests. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a 400 autorisations d'exploitation artisanale, mais quand on va sur les papiers, ce n'est que 51 qui sont fonctionnels. Ça veut dire que les sites-là, l'État même n'a pas connaissance de ces sites. Mais qu'est-ce que la loi dit en ce moment? En fait, ceux qui ont l'autorisation ont reçu ce qu'on appelle un cahier de charges, comme quelqu'un l'a dit tout de suite. Voilà comment il faut exploiter l'or artisanalement. Et ils doivent respecter scrupuleusement ces tests-là. Un enfant qui a moins de 18 ans n'a pas le droit d'être sur le site. Les femmes enceintes n'ont pas le droit d'être sur les sites. Les femmes qui allaitent n'ont pas le droit d'être sur les sites. Mais une chose est d'avoir les capacités de contrôle et de vérification de ces sites d'orpaillage. Mais ce n'est que 51 que l'État a officiellement connaissance qu'ils sont fonctionnels. Ça veut dire que si on fait 51 800, tous les autres sites-là, l'État ignore leur présence. Voilà. Donc déjà, il faut déjà travailler à encadrer ces exploitants. Une chose, c'est de les encadrer, de trouver des moyens d'exploitation plus adéquats afin qu'ils laissent tomber l'utilisation de la main-d'œuvre des enfants. Parce que quand les enfants sont dans les trous, soit c'est pour vanner. Vanner, ça veut dire que souffler dans le trou pour que celui qui se trouve dans le trou puisse avoir de l'oxygène pour creuser. Soit l'enfant est là pour transporter de l'eau, parce que vous savez que les sites d'orpaillage se trouvent généralement sur des collines. Il n'y a pas l'eau à boire, il n'y a pas l'eau pour faire la cuisine, donc ils transportent de l'eau vers l'aval, à l'amont. Donc ils sont sur le poids des charges. Voilà. Et souvent, il y a des enfants, il ne faut pas élucider. Quand on dit des enfants de 0 à 17 ans, vous savez qu'un enfant de 0 à 6 ans, je ne sais pas ce qu'il va faire sur la mine. Et sur le site, généralement, c'est souvent pour surveiller la garde des femmes qui allaitent, voilà, être à la garde des enfants. Donc tout ça, l'État déjà a connaissance de l'ampleur du problème. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu le forum sur l'exploitation artisanale de l'or. Les questions ont été soulevées. Il faut encadrer le domaine. C'est vrai, nos partenaires, les OSC sont là, la société civile est là, ils font beaucoup d'efforts en sortant ces enfants. Mais si les premiers responsables qui tiennent ces sites-là ne sont pas encadrés et sensibilisés, je pense que les enfants vont encore s'y retrouver là-bas après. Mais il faut les encadrer, il faut leur dire voilà comment il faut s'organiser pour exploiter. Et maintenant, le retrait des enfants se fait au fur et à mesure. En tout cas, on va arriver à résorber. Parce qu'au regard, on a même plus de 5 millions d'enfants qui travaillent. C'est qu'on fait 2203 multiplié mathématiquement par 200, ça fait beaucoup d'enfants. On a 800 sites d'exploitation artisanale. Voilà. Donc un travail qui nécessite gigantesque. de gros moyens. Voilà. On sait que l'État, lui seul, ne peut pas. C'est pourquoi les ONG sont là. Vous êtes mis en réseau. On parle de Cap Enfance, le projet Cap Enfance. C'est peut-être l'occasion pour bouter ce phénomène hors du Burkina Faso. Est-ce possible? Oui, cela est possible.
même si ça va être difficile, c'est possible. Il y a des actions qui sont déjà en cours. Certes, ce n'est pas d'envergure nationale, mais on se dit quand même ces actions qui sont menées dans un certain nombre de sites, par endroits, commencent à produire des effets. Je prends pour preuve un projet que nous sommes en train de conduire actuellement, le Centre italien d'aide à l'enfance et l'ONG Terre des Hommes Italie dans la zone du centre-ouest et dans les hauts-bassins. Ce projet-là a mis en place des comités de protection des droits humains sur chaque site. Et ces comités de protection-là sont constitués de différents acteurs, c'est-à-dire les chefs de site, les concasseurs, les broyeurs, etc., etc. Tous les acteurs se retrouvent dans ce comité-là. Et ce comité est sensibilisé et formé sur le fait que les enfants ne doivent pas travailler sur ces sites-là. Et déjà, ces comités ont identifié des enfants ayant besoin d'extrait d'acte de naissance, des enfants ayant besoin d'être réinsérés dans le circuit scolaire, etc., etc. C'est pour dire que si des actions de ce type-là se poursuivent, certes, l'effet ne peut pas être immédiat, mais on se dit quand même que ça pourra contribuer un tant soit peu à réduire ce phénomène-là sur ces sites-là. Et je sais qu'un certain nombre de nos partenaires mènent des activités dans ce sens-là. Donc c'est pour dire que on ne va pas dire que c'est un phénomène qu'on ne peut pas arriver à bout, mais on va arriver à bout, mais difficilement. Voilà. Moi, je voulais dire que la situation telle que dépeinte est vraiment alarmante, mais n'est pas désespérée. Parce que, comme il le dit, l'État, avec le soutien financier et technique de ses partenaires, déjà nous, au niveau de notre direction, chaque année, nous inscrivons des enfants retirés des sites d'orpaillage, minimum 250. Et il y a d'autres enfants que nous arrivons à faire une réinsertion familiale. Ils repartent en famille. Et il y a certains enfants encore qu'on place dans des centres de formation professionnelle. Et l'année passée, vraiment avec un appui exceptionnel d'un de nos partenaires, nous avons pu mettre au niveau de 3 localités un système de suivi avec des points focaux au niveau des sites. Et nous avons pu recenser 1006 enfants et des actions sont entreprises à l'endroit de ces enfants-là pour qu'ils soient complètement retirés de ces sites-là. Donc je pense que d'envergure nationale, on va dire que c'est peut-être une goutte d'eau, mais c'est la conjugaison de ces efforts-là qui va faire qu'au finish, nous allons réussir à retirer les enfants de ces sites. Parce que quand je dis ça à la main, vous voyez, il a dit des enfants de 0 à 17 ans. Et ce qui n'a pas dit, c'est qu'il y a des enfants même qui naissent sur les sites. Des femmes qui prennent des grossesses sur les sites et qui accouchent sur des sites. Voilà. Donc, ce n'est pas facile. Le travail est si dur. Mais vraiment, nous travaillons en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers pour arriver à éradiquer ce phénomène. On peut compter également sur le réseau Force. Oui, je pense que, comme les uns les autres l'ont dit, il est bien possible de venir à bout du phénomène, même si nous sommes convaincus que ce sera une lutte de longue haleine. Il y a ce que l'État fait et il faut vraiment l'apprécier. Il y a un certain nombre de mesures par rapport à la réglementation et à des aspects organisationnels pour mieux suivre, même si jusque-là on avait enregistré des insuffisances. Et aussi au niveau des ONG, nous faisons aussi le peu que nous pouvons. Et personnellement, nous avons déjà eu à gérer des enfants qu'on a pu retirer des sites, même si leur gestion est un peu difficile. Voilà. Mais je voudrais profiter ici pour peut-être faire un plaidoyer à l'endroit de l'État. Voilà, parce que nous sommes là en train de parler du travail des enfants dans les sites d'orpaillage. C'est justement parce qu'il y a sites d'orpaillage. Vous voyez que dans les sociétés minières, le problème ne se pose pas parce que c'est assez organisé. Donc, c'est ce qui a fait que certains avaient pensé entre-temps qu'il faut supprimer, mais on a vu que c'est un peu difficile et il faut aller progressivement. Voilà pourquoi un certain nombre de textes ont été pris pour encadrer en fait cette exploitation artisanale. Voilà, donc le plaidoyer, c'est qu'il y ait de la fermeté,
comme M. Ango du ministère de la Femme même l'avait dit dès l'entame. Voilà, il y a des cahiers de charges. Si ces cahiers de charges ne sont pas respectés, il faut en tout cas les faire respecter. Vous avez même parfois des sites artisanaux qui viennent concurrencer ceux qui ont les permis d'exploitation de façon légale pour faire une exploitation minière. Et bon, les sites ont du mal à faire respecter leurs droits et l'État aussi a du mal à faire respecter la concession qui a été faite. Et donc, partant, si ça, ce n'est pas réglé, le fait qu'ils emploient des enfants. Voilà. Mais de façon globale, il faut apprécier l'effort d'encadrement, même s'il est à accentuer, et aller au-delà de la sensibilisation pour sanctionner, pour l'exemple. Ça, ce serait vraiment salutaire. Il y a des études qui ont été faites pour un peu voir, pour mesurer l'ampleur du phénomène. Et il y a des plans d'action qui ont été élaborés, comme on vous le disait, pour en tout cas lutter contre le travail des enfants, les pires formes de travail des enfants. Mais le nœud gordien, c'est le manque de finances pour financer ces programmes. Et moi, j'allais simplement dire que ça, c'est un autre pan qu'il faut vraiment attaquer sérieusement. D'accord. On vient à M. Nebié. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Peut-être qu'il faut les hiérarchiser. Et puis... Mais déjà, je dois dire que au niveau du SPCNE, non, le Conseil même, le Conseil national pour l'enfance, okay. Vous savez que le Conseil regroupe l'ensemble des ministères et puis l'ensemble des gouverneurs et l'ensemble des DR. Alors, la question, cette thématique-là, avait été perçue parce que le Conseil tient des sessions annuelles. Okay. Et les sessions du Conseil, on met un thème. En 2012, je me souviens, au niveau de l'État, on avait estimé que cette question-là, déjà, était suffisamment d'importance. Et le Conseil, qui regroupe l'ensemble de tout ce que je vous ai dit là, s'est réuni autour de la thématique en 2012. C'est février, si je ne me trompe. À cette occasion, le ministère que représente le monsieur derrière là est même venu faire des communications. L'UNICEF, tous les acteurs étaient là. Le problème a été posé. Et effectivement, à cette occasion, je ne vais pas revenir sur les discussions qui se sont passées entre puisque souvent, oui, les différentes autorités, certaines autorités trouvent par exemple que les autorisations sont données sans qu'eux-mêmes se lèvent le matin et voient que quelqu'un qui a son autorisation, qui commence à creuser, sans que lui, l'autorité même... Bon, bref, si je vais revenir dessus, ça risque d'être un autre débat. Mais alors, disons que les problèmes avaient été posés et des résolutions avaient été prises au niveau de l'enseignement, au niveau de la scolarisation, au niveau de leur ministère qui avait été vraiment invité d'honneur. Bon, mais c'est depuis 2012. Hein. Mais je peux dire que c'est peut-être ça qui a amené les gens. On peut jamais dire qu'on se réunit pour rien. Le Conseil s'est réuni. Cela peut-être a permis de faire prendre conscience, de se retrouver ensemble et de discuter d'un phénomène qui nous concerne tous. Et nous convenons tous qu'aujourd'hui, si les enfants sont dans les mines, c'est parce que justement la loi n'est pas toujours respectée. Je prends pour seul exemple. On dit que l'enfant au Burkina Faso doit être à l'école. L'enfant de 6 à 16 ans doit être à l'école. Alors, supposez que seulement on applique cette loi. Si votre enfant n'est pas à l'école, vous êtes responsable. Ou l'État est responsable. Donc, de 6 à 16 ans, on a des enfants à l'école. Est-ce qu'on va les retrouver dans la rue? Est-ce qu'on va les retrouver dans les sites d'orpaillage? Je crois que non. Malheureusement, cette loi-là, qui a été votée depuis 2007, bon, en tout cas, bon, on tente, hein, mais comme certains l'ont dit, les infrastructures souvent ne suffisent pas. Puisque la loi est là, il faut mettre tous les enfants à l'école, mais on n'a pas les infrastructures nécessaires pour les mettre à l'école. Donc pour moi, l'éducation est véritablement le socle. Si l'État respectait son propre engagement, à savoir scolariser les enfants, on allait diminuer le phénomène. Merci. D'accord. On est presque à la fin. Juste quelques secondes. Okay, je voudrais juste ajouter que cela est possible si tous les acteurs aussi assument leurs responsabilités comme il se doit.
Au niveau de l'État, en matière de législation et de réglementation, on a suffisamment de textes. Maintenant, le défi reste au niveau de la coordination des interventions et des systèmes de façon globale. Et le ministère de la Femme est arrivé à mettre dans toutes les provinces des réseaux provinciaux de protection de l'enfance. Donc, il va falloir que ces réseaux puissent prendre le leadership pour organiser l'intervention au niveau des provinces et aussi coordonner l'action entre les acteurs, parce que ça aussi, c'est un grand défi. Si au niveau des OSC, on arrive à améliorer la qualité des services que nous offrons à ces enfants qui sont sur les sites en prenant en compte l'aspect holistique de notre intervention, comme beaucoup l'ont dit, il y a la pauvreté, il y a un certain nombre de choses. Si on arrive à renforcer les moyens d'existence des familles, on arrive à proposer des alternatives assez concrètes à ces enfants. EDICO a essayé quelque chose et nous avons pu retirer 60 enfants. Nous avons placé en formation professionnelle pendant 6 mois au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi, et tous ces 60 enfants sont arrivés à terme de leur formation et la sortie est prévue pour le mois de juin. Voilà. Et il faut aussi mettre les enfants au cœur de cette lutte-là. On ne saurait faire une lutte sans impliquer les enfants dans la lutte. Les enfants, quand on les implique pour faire le plaidoyer, pour faire la sensibilisation, le message passe mieux que quand il est fait par les adultes. Et les enfants sont aussi des acteurs de protection de leurs camarades et de leurs semblables. C'est pourquoi, EDICO, à un certain moment, nous les appelons aussi des titulaires de responsabilité. Un enfant plus âgé est responsable de la protection de celui qui est moins âgé que lui. Donc voici en quelques mots ce que je voulais ajouter. D'accord, merci beaucoup. Je crois qu'on n'aura pas le temps de faire un tour de table, mais je vais quand même donner la parole au représentant du réseau Force de conclure. Ok, merci. Donc, nous profitons de votre micro. C'est vrai que dans cette initiative Cap Enfance Positive, c'est pour porter un autre regard, pour montrer que effectivement les enfants n'ont pas forcément besoin, ne sont pas condamnés à travailler sur les sites, à être privés de scolarisation. Si et seulement tous les acteurs, à commencer d'abord par les parents et les communautés, parce que nous avons beaucoup parlé de l'État et choses, mais nous pensons que chacun de nous individuellement, en tant que parents, et les communautés sont d'abord les premiers remparts pour créer vraiment les conditions de bonheur de leurs enfants. Et nous voulons en tout cas souhaiter vivement que la collaboration soit davantage renforcée entre les différents acteurs, qu'ils soient communautaires, institutionnels, étatiques ou non étatiques, parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir venir à bout de ce problème titanesque. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle qu'à l'extrême droite, je recevais Josué Ango, directeur de la lutte contre les violences faites aux enfants. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie. À l'extrême gauche, nous avons Dieudonné Kaboré, le représentant du réseau Focus des organisations pour la réalisation de la Convention aux droits de l'enfant. Merci de votre présence. Merci beaucoup. À ma droite, c'est M. Ousmane Silga, représentant pays du Centre italien d'aide à l'enfance. Merci d'avoir répondu à notre appel là. Je vous en prie. Et enfin, M. Bélibi Nebié, du secrétariat permanent du Conseil national pour l'enfance. Merci beaucoup à tous. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellent suivi de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis.